Ils avaient des tourne-disques, bien sûr, mais ce n'étaient pas des platines avec lesquelles on pouvait pitcher. Alors je me suis demandé comment ça pouvait bien fonctionner. J'ai lancé une platine et j'ai essayé d'en ralentir ou d'en accélérer le mouvement. Au début, c'était pas terrible et j'ai tâtonné à l'aveuglette pendant pas mal de temps. Je me suis bien amusé et j'ai fini par comprendre la manière dont les musiques dance étaient structurées. J'ai toujours été un homme de scène et un amuseur. Je ne me suis jamais caché derrière des mix, même à l'époque de mes débuts. Sur scène, je me sentais très bien. J'adorais amuser les gens, les faire sourire avec des petits numéros. À l'époque, je jouais au Dorian Gray, mais je voyageais déjà beaucoup. C'était vers 1987, 88, 89. Je faisais énormément de spectacles. En 1988, on a ouvert le Omen, et très vite, l'acid house est arrivé en provenance d'Ibiza. C'est avec l'acid house que les carrières de DJ ont véritablement décollé. Les DJ se sont retrouvés avec des engagements un peu partout. Des boîtes à rythme comme la Roland 808 créent les beats pour les pistes de danse. La Roland 909 de la génération suivante sera la groovebox utilisée par la plupart des DJ au début de la techno et de la house. Il y a 20 000 ans, quelqu'un s'est amusé à cogner sur un arbre creux. Aujourd'hui, on fait ça sur une 808 ou une 909. D'un point de vue organique, l'effet est très similaire. La basse, c'est ce qui fait bouger les gens. Alors que les fréquences moyennes les font plutôt crier. L'impulsion de la basse passe directement dans le corps. Ça veut dire que les battements du cœur essayent de s'adapter au rythme de la basse. C'est la raison pour laquelle, dans la musique dansante, le tempo de la basse se situe très souvent autour de 120 ou 130, parce que ça correspond à la fréquence cardiaque d'une personne en état d'excitation. C'est ce qui conduit à une excitation générale. Chez certains fans de musique, l'excitation fait bientôt place à l'indignation. Une marée noire de production de mauvaise qualité envahit les charts. Au même moment, on assiste à la création d'événements comme le Mayday. À l'honneur, la table de mixage du DJ. On a beaucoup parlé du pouvoir que le DJ est supposé avoir sur le public. Pour moi, c'est l'inverse qui est vrai. Quand il y a un millier de personnes dans une salle et que tu es tout seul derrière tes platines, la question du pouvoir est assez vite réglée. Un bon DJ doit connaître son matériel sur le bout des doigts. Il doit savoir ce qui plaît au public. Il doit pratiquement savoir lire dans les pensées des gens sur la piste pour deviner ce qu'ils ont envie d'entendre. Quand j'ai une idée assez précise de l'atmosphère que j'ai envie de transmettre, je me sers principalement de morceaux instrumentaux. Ensuite, je travaille jusqu'à ce que le feeling passe. Si j'y arrive, généralement, le public suit. Une autre façon de travailler est de partir d'un thème précis. Dans ce cas de figure, on va utiliser des paroles parce que certaines choses ne sont pas transmissibles uniquement par la musique instrumentale. Donc on se sert de texte en relation avec le thème. Paul van Dyk fait ses débuts de DJ en 1991 au Trésor, un club de Berlin. C'est le point de départ d'une carrière mondiale. C'était une fête énorme, avec une énergie incroyable. Et la meilleure façon de canaliser cette énergie, c'était de faire danser le public sur un tempo super rapide. La Love Parade à Berlin. Dans les rues de la capitale allemande, des millions de personnes défilent sur une musique créée par des artistes de la platine. Entre la culture DJ et la culture des jeunes, l'heure est à la fusion. À ma connaissance, aucun DJ n'a encore été décoré de la Légion d'honneur.
Mais les DJ bénéficient tout de même d'une certaine reconnaissance de la part de la société. En 1996, j'ai obtenu un prix culturel pour mon travail en faveur de la culture techno. Ce n'est pas rien quand même. Une platine, c'est fait pour jouer de la musique. Tu poses le diamant et tu savoures le son. Que ce soit Miles Davis, Metallica, Iron Maiden. Et puis un beau jour, quelqu'un a fait tourner le disque en avant et en arrière. Et s'est dit, putain, c'est trop fort, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et ça a fait un carton. On propose un cours intermédiaire où on apprend à composer un set. C'est pour les gens qui ont envie d'être DJ dans un club, qui veulent mixer, ce genre de choses. Et on a aussi un cours plus axé sur la manip des platines, qui va un peu plus loin dans les techniques de scratch. Tout dépend de l'aspect de cet art que tu as envie d'explorer. The speed adjustment for our start and our break. All right, this is our start and also our break. Okay, if I want to change the speed that it starts or breaks, I'm going to turn this dial here. So all the way to the left is the lowest amount of time it's going to take to start. It's going to be instant. Boom, right away. If I turn the dial to the right, I'm going to get a longer start time, meaning it's going to drag out and start slower and finally get the motor up to speed. Okay? Same thing with my brake. Right now it's on a short brake time. It's going to stop right away. If I want to slow that down, I can turn my brake time to the right. It's going to increase the time, right? Certains morceaux sont ultra minimalistes. Un rythme, quelques petits bruitages, un peu d'effet, et les gens partent au quart de tour. Mais c'est aussi très sympa de faire un petit break, parce qu'on sait très bien qu'après, ça va redémarrer. Et d'ailleurs, tout le monde n'attend que ça. Ouais, je pense que chacun se qualifie et se définit par ce qu'il va jouer. Je pense qu'on n'est pas des jukebox, on n'est pas là pour rallier un peu tout le monde et faire tout et n'importe quoi. On est là pour on va voir un DJ parce qu'il a une identité, parce qu'il a une couleur musicale, parce qu'il a une patte, parce qu'il raconte une histoire bien précise. Il a sa façon de surprendre les gens, mélanger les disques, de raconter son histoire, tout ça. Donc je pense que oui, on va le voir par le style qu'il va jouer, oui, bien sûr. Alors il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres, puis il y a des gens qui sont très pointus, partis sur un seul style, des choses très fermées comme ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Laurent Garnier, DJ, producteur et patron de label, fait partie des grands noms de la musique électronique. Sa réputation dépasse de très loin les frontières françaises. La carrière de Laurent Garnier démarre en Angleterre à la fin des années 80, à l'Hacienda, un club légendaire de Manchester. Il rentre en France, où 3 années durant, il prépare peu à peu le public à la techno et à la house. Puis il se concentre davantage sur la production de ses propres morceaux. Au Rex à Paris, il est DJ résident. Le Rex, c'est ma famille, c'est ma maison. J'ai construit quelque chose là-bas. J'ai fait tellement de choses dans cette boîte. Je peux me permettre tellement plus de choses au Rex puisque je suis à la maison. Je suis avec mes amis, même si je connais pas tous les gens qui sont là. Il y a toujours une 50aine de personnes que je connais qui passent me voir. Alors c'est un roulement, hein, ils viennent pas tous les mois, mais il y a toujours un roulement de gens comme ça qui viennent me voir, qui viennent tous les 3-4 mois, qui viennent passer un petit moment comme ça. Et ça crée vraiment... je pense que ça crée un lien entre moi et les gens, et surtout les gens et moi, ils savent que de toute façon, tous les mois, ils vont pouvoir me retrouver. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, de créer une résidence.
vrai qu'un soir où moi je me dis tiens, allez, je vais jouer ça. Et où j'ai peur de le jouer en me disant putain, ça va pas marcher, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est souvent des moments importants. Alors ça passe ou ça casse, mais quand ça passe, on se dit ouais, on y est encore arrivé ce soir. Donc c'est essayer de se surprendre, essayer de surprendre les gens, surtout pas essayer de répéter ce qu'on a fait la veille. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un mix qui va très bien marcher un soir, qui va enflammer la salle, l'essayer le lendemain et ça va tuer l'ambiance. Parce que les gens vont vraiment sentir que c'est du réchauffé. Un DJ ne va pas assommer les gens d'entrée de jeu. Musicalement, il faut aller les chercher. Il faut les accompagner, comme si on les emmenait en voyage. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils commencent à surchauffer, que ça fait 3 heures qu'ils se défoncent et que donc il est temps de les laisser se calmer. Avec le public, on crée quelque chose qui ressemble à une vague. Arrivé à un certain point, il faut la laisser redescendre. Avec moi, le public s'attend toujours à être surpris. Moi aussi, j'aime la nouveauté. Certains ont besoin d'une petite heure pour bien entrer dans le son. D'autres, en revanche, me demandent d'accélérer ou de durcir un peu. Ça arrive partout. Mais mon rôle, c'est de leur proposer quelque chose de nouveau et de leur offrir la possibilité d'écouter quelque chose de nouveau. Ganz klar, es geht weiter. Un jour, j'ai joué sur la place Hans Albers au lounge. À 4 heures du matin, les filles des maisons closes avoisinantes sont venues se plaindre parce qu'on passait du Duke Ellington. Et on avait mis tellement fort que les murs vibraient. C'est des choses qui arrivent. Mousse T, un DJ de Hanovre, est devenu une star mondiale avec son tube Horny. Sa nomination pour le Grammy du meilleur remixeur constitue jusqu'à présent le point d'orgue de sa carrière. Le remix devient une facette à part entière du métier de DJ. J'ai commencé à travailler en tant que DJ quand j'étais étudiant, parce que j'avais besoin d'argent. Comme j'avais une sacrée collection de disques, un copain m'a dit « Dis donc, t'as pas envie de faire le DJ ?» C'est comme ça que je me suis lancé. À l'époque, on écoutait surtout du rock, du funk et de la soul. Dans les clubs, j'ai commencé à découvrir la musique électronique. Je devais avoir quelque chose comme 18 ans. Mousse T n'a jamais raccroché sa casquette de DJ, même s'il s'intéresse davantage au remix et à la production d'autres artistes comme Tom Jones. Pour le remix, ça se passe de la manière suivante. Je reçois une proposition et si je l'accepte, je demande à ce qu'on m'envoie toutes les pistes originales du premier enregistrement. En général, je n'utilise que le chant et je compose une nouvelle musique. Exemple, ce morceau de Scorpions. Après, si la maison de disques le souhaite, je peux aussi faire une version pour les radios et une version spéciale pour les clubs. Le même morceau revisité par Mousse T. La preuve qu'avec un peu de savoir-faire, Scorpions passe très bien en club. On me voyait un peu comme un extraterrestre. Les gens n'ont pas l'habitude de bosser avec des Allemands. Ils sont habitués à voir des Anglais ou des Américains. Pour beaucoup, le fait que je sois allemand me rendait intéressant, même si je n'ai jamais été vraiment in. Aujourd'hui, ça se passe un peu comme dans le milieu du design, où quelqu'un comme Tom Ford travaille avec les plus grands. Quand un remixeur est in, on lui presse le citron, ce qui, d'un point de vue financier, est très bon pour lui. Les quelques DJ qui passent leur temps dans les avions et qui sont au sommet dans le business, on les compte sur les doigts d'une main. Et en plus, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Il se peut que le style change complètement, que la techno soit remplacée par quelque chose d'autre. David Morales a grandi dans les rues de Brooklyn. Sa passion du mix date d'une fête à l'université où il a eu l'occasion d'observer un DJ à l'œuvre. David Morales se lance à son tour dans l'aventure. Peu de temps après, il est DJ résident au Red Zone, l'un des clubs new-yorkais les plus illustres. Les premières productions et remixes personnels suivent rapidement.
Si tu veux être un DJ qui remixe, personne ne va venir avec des super disques sur un plateau. Personne ne va te dire « Eh, j'ai un disque de Whitney Houston pour toi. Oh merci ». Il faut les gagner, ces disques, les mériter. Les 2 premiers mix que j'ai faits, ils étaient nuls aux yeux de la maison de disques. Mais j'ai été payé et ça m'a donné une expérience de studio. David Morales a mixé des versions club pour des stars comme U2, Madonna, Michael et Janet Jackson, Tina Turner et les Spice Girls. L'étape logique après avoir mixé, ce serait de faire tes propres disques. Comme bien des légendes, celle-ci commence dans la chambre d'enfant. J'ai commencé comme tout le monde. Quand ma mère travaillait, je séchais les cours, rentrais chez moi et mettais des disques. Je me levais le matin, je mettais des disques. Dès que je rentrais chez moi, je faisais pareil. Mais je devais m'arrêter quand ma mère était devant sa télé. Les gens ont toujours eu accès aux instruments traditionnels, comme la guitare ou le piano. C'est facile de prendre des leçons chez un professeur particulier ou dans une école de musique. Mais depuis quelques années, on vend 2 fois plus de platines que de guitares aux États-Unis. C'est sûr, il en faut 2 pour mixer, mais ce n'est un secret pour personne que les gens sont attirés par cette forme artistique. Et nous, on est là pour leur donner les bases. Good, all right, you guys are gonna be a good class. This is how I judge my class. If everybody picks up the record and they hold it like this, I'm in for a long semester if everybody's like this. People who put their hands on the records, I like. Guys, this is not like an original Elvis pressing. It's not an original James Brown song. You know, let's get these records dirty. C'est presque contre son gré que Miss Kittin se lance en 1993 dans une carrière de DJ. Un jour, elle se moque d'un mix produit par son petit copain de l'époque. Celui-ci lui répond qu'elle n'a qu'à faire mieux, ce qu'elle s'empresse de faire. Pour moi, c'est un moment où je me régénère, d'une certaine manière. Et ça me nourrit aussi. C'est tellement facile. J'embarque mes disques et j'y vais. Je joue la plupart du temps dans des endroits que je connais. Alors ça ne risque rien. Je dépense beaucoup d'énergie quand je mixe, mais j'en ai vraiment besoin. Si je devais garder cette énergie en moi, je sais que je serais complètement instable. Our crossfader is going to determine which side we're listening to. Right side, if I push it that way, if I push it the other side, I'm going to hear the other song. In the middle, hear both. Okay? Avant d'être DJ techno, j'ai joué aussi dans des clubs où je faisais des séries de rock, je faisais des séries différentes. Et on peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut avoir des choses cohérentes dans un set. On peut pas passer d'un morceau disco à un twist des années 60. C'est pas possible. Il y a des espèces de choses comme ça il y a des liens dans la musique. Et donc j'essaye de faire des liens. J'essaye d'avoir des choses cohérentes dans mon set.
Laurent Garnier, for every French DJ, is like a godfather because Pour tous les DJ français, le patron, c'est Laurent Garnier. no one was Avant lui, personne ne défendait notre musique. Il a tout fait en France. Il a eu une assez grande gueule pour défendre cette culture en France, à un moment où la police faisait tout pour l'éradiquer. Elle y est même parvenue à une période. Ça va mieux maintenant. Mais Laurent n'a jamais cédé. Si on va raconter l'histoire de toute notre musique dans 20 ans, en prenant depuis le début, forcément, si on doit prendre que 10 DJ, Sven sera dedans, c'est obligé. On ne peut pas oublier Sven pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit en Allemagne. C'est un personnage. Alors après, bon, il a sa façon de travailler, moi j'ai la mienne, on fait chacun notre truc. Mais Sven, tu ne peux que respecter Sven. Voilà. Sven, c'est un de nos papas. D'un côté, le DJ créateur d'ambiance qui se contente de passer des disques, de l'autre, le virtuose des platines qui retravaille ses morceaux jusqu'à les rendre méconnaissables. Au fil des années, la limite entre les deux devient plus floue. Il y a des DJ qui n'osent pas regarder leur public. Ils restent derrière leur table à faire leur mix, ils sont complètement amoureux de leur matos. Moi, la technologie ne m'impressionne pas tant que ça. Ce qui m'impressionne, c'est la bonne musique. C'est la manière d'en faire un message qui va passer. Aujourd'hui, on a des DJ qui travaillent avec une boîte à rythme, un Final Scratch, 3 platines et des instruments à effet. Mais au final, ça ne rend pas la musique meilleure. Pour moi, le pire, je crois que ce serait l'immobilité. Sur l'île d'Ibiza, épicentre européen de la teuf, l'immobilité est un concept inconnu. C'est une super île en Méditerranée où il fait bon vivre et où les Anglais et les autres Européens viennent fuir le climat continental. Et par-dessus le marché, on peut passer ses soirées dans un club sympa. C'est vraiment génial. C'est le côté universel du clubbing qui est merveilleux. Tu peux aller dans n'importe quel club du monde. Le pays, la langue, la culture changent. Mais quand tu arrives sur la piste de danse, c'est partout pareil. Le Cocoon Club à Francfort. Pour Sven Feth, cet endroit représente le rêve d'une vie. Le but, c'était de créer un club d'un genre nouveau, adapté à notre époque, où les gens de tous les milieux pourraient se mélanger. Aussi bien l'employé de banque que le créatif d'une boîte de pub, l'étudiant, le passionné de musique, le fashion junkie. Un club où tous ces gens pourraient se retrouver, faire la fête ensemble, sans avoir peur de se côtoyer. La sonorisation des clubs prend une importance croissante. Hélas, on oublie souvent qu'une soirée réussie, c'est un DJ de talent, mais aussi de bons jeux de lumière. Je trouve que la lumière, c'est aussi important que la musique et il faut créer des ambiances avec les lumières. Un light jockey peut tuer littéralement un set de DJ, mais complètement le tuer. Autant qu'il peut vraiment l'aider à emmener les gens quelque part. C'est super important. J'aime des moments où il y a beaucoup de lumière. Je trouve qu'il faut créer des contrastes. C'est comme la musique, c'est pareil, c'est la même chose.
Les prestations des DJ sont également accompagnées d'animations vidéo. La musique n'est plus seule. Aux côtés du DJ, un nouvel artiste apparaît, le VJ. Certains artistes, comme DJ Spooky, créent leur mix en direct sur des collages vidéo. Pour les clubbers, la soirée devient un happening audiovisuel. Le concept du DJ est en plein renouveau. On travaille sur des citations. Espace de vie et pistes de danse se confondent. Mais pour un DJ, le plus important reste sa collection de disques. Tous les collectionneurs sont un peu fêlés, que ce soit les philatélistes, les numismates ou les collectionneurs de disques. Quelque part, on est tous un peu malades. Malade ou pas, chaque DJ considère sa caisse de disques comme son coffre à trésors perso. Les albums qui restent plusieurs semaines dans la caisse sont ceux qui passent le mieux en club. Ces précieuses caisses suivent leurs propriétaires aux 4 coins du monde et la plus grande crainte des DJ est qu'elles se perdent en cours de route. Le choix de tes disques révèle ta personnalité. Je prépare toujours mes disques dans un certain ordre. Et j'y vais à l'économie. J'aime pas me trimballer avec une tonne de disques. Comme je n'en prends pas beaucoup, j'ai toujours des trucs spéciaux. Et puis il y a ma sélection de vieux morceaux que je dégaine. C'est mon arme secrète. Il y a des disques qu'on trouve très bons au début et qu'on va effectivement garder pendant 6 mois. D'autres, on les trouve bons au début et au bout de 2 semaines, on les ressort de la caisse. À chaque fois que je suis invité dans un club et que j'écoute ce qui se passe, je me rends compte systématiquement qu'il leur manque la diversité. Alors bien sûr, ils jouent des morceaux différents, mais d'un point de vue rythmique, c'est la même chose toute la nuit durant. À mon avis, ils n'ont pas besoin d'apporter 300 disques. Une vingtaine leur suffirait amplement. L'électro, c'est particulier. Si tu n'as pas vécu les années 80, si tu n'as pas un lien personnel avec l'électro, tu te dis forcément que c'est une musique de drogué. Les platines ne sont plus l'apanage exclusif du hip-hop, de la house et de la techno. De plus en plus souvent, les artistes des turntables sont intégrés à des groupes où ils sont considérés comme des musiciens à part entière. Exemple, Massive Attack ou Portishead. Il est toujours possible de réinterpréter une musique différemment. Et justement, à notre époque, avec toutes les technologies, les logiciels et les programmes informatiques, c'est devenu une science à part. Alors que les beats destinés à la dance, on ne peut pas les réinventer. Avant, quand on voulait un morceau de dance efficace, il suffisait de faire quelque chose de bruyant, de rapide et de dur. Tant que ça balançait, tant que ça décoiffait, ça suffisait. L'effet produit suffisait à imposer le disque. Entre-temps, les choses ont changé. Aujourd'hui, à l'instar de ce qui se passe dans la musique pop ou dans n'importe quel autre genre musical, les morceaux dance doivent avoir quelque chose de spécial. Un son spécial qui va faire que les gens vont se dire « ça, c'est unique en son genre ». Le problème des morceaux instrumentaux, c'est que tu ne peux pas les fredonner. Il faut que le morceau soit identifiable par sa spécificité. Pour moi, c'est le critère principal. Depuis quelques années, des formations comme Faithless prouvent que les groupes de dance fonctionnent bien sur scène. À sa manière, la musique dance est une forme de travail artisanal. L'énergie qui se dégage de la foule, c'est de la folie.
C'est dingue, c'est du sexe cosmique et tantrique, avec tout le monde. Quand je veux faire la fête, c'est no limit. Je veux totalement perdre le contrôle. La dernière fois que j'ai vraiment fait la fête, des amis ont dû me ramener. Ils sont restés dormir chez moi parce qu'ils n'étaient pas sûrs de me retrouver en vie le lendemain. Come on, y'all, let's... Les DJ se considèrent désormais comme de véritables auteurs et comme les fondateurs d'un genre nouveau, pour lequel ils puisent dans le matériel que constitue l'histoire de la musique. Les samples, une fois extraits de leur contexte, sont insérés dans des compositions nouvelles. Pour autant, le DJ n'a pas toujours carte blanche. Le public a son mot à dire. Tu ne peux pas toujours jouer la musique que tu as envie d'écouter. Il faut s'occuper du public. J'essaye de trouver un équilibre entre les trucs que j'ai envie de mettre, que j'ai envie de faire connaître, et les morceaux qu'ils veulent. Comme Jay-Z, Beyoncé ou Jennifer Lopez. Je peux détester certains de ces artistes, j'ai pas envie de les écouter, mais le public est venu s'amuser et ça va les faire rester sur la piste. Alors je vais les mettre. Missy Elliott est particulièrement appréciée par les DJ en raison de sa diversité musicale et de sa capacité d'innovation. On doit beaucoup aux DJ. Ils peuvent vraiment faire le succès d'un artiste. En faisant tourner leurs platines, ils font connaître beaucoup d'artistes. Respect pour les DJ. Sans eux, il y a pas mal d'artistes qui ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Au cours d'une soirée, il y a un tas de difficultés qu'il faut essayer de contourner. Il y a toute une série de trucs et de méthodes pour se tirer d'affaire. Quand ça foire, le plus urgent, c'est de comprendre pourquoi c'est en train de foirer. On voit régulièrement des DJ qui paniquent quand ça ne se passe pas bien, qui essaient de s'en sortir en envoyant un tube après l'autre. Ça a pour effet de saborder définitivement l'ambiance parce que chacun se rend compte que le DJ est en train de partir en vrille. Les gens le sentent et ça devient vraiment lourd. Le boulot de DJ exige un peu de maîtrise. Le but, c'est de faire perdre le contrôle aux gens, tout en gardant le sien. Quand le public pleure, c'est parfait. Mais si le DJ se met à pleurer, il va mouiller ses disques. Et ça, c'est pas top. Il y a longtemps que les DJ ne jouent plus seulement dans les clubs. Aujourd'hui, ils sont sur scène, en tête d'affiche. Certes, pour désigner ce genre de spectacle, il n'est pas encore question de concert à proprement parler, mais de plus en plus souvent, les DJ prennent la place des groupes de scène. Je crois que le meilleur show de ma vie, c'était il y a 3 ans au Japon, au Club Wire. L'interaction avec le public a atteint un niveau proche de l'hystérie. Ils me lançaient des trucs. J'ai reçu des objets pendant que je jouais. À un moment, une couronne en plastique est arrivée je ne sais d'où. Moi, je suis à moitié tombé dans le public. Tout le monde sautait. Je ne m'en souviens même plus en détail. En tout cas, ça a été le spectacle le plus intense de ma vie. Les DJ travaillent principalement le week-end. Messagers d'un son nouveau, ils parcourent la planète dans tous les sens. Leur musique, on l'entend aussi bien en plein air lors d'une Goa Party que dans le dernier club branché de Tokyo.
Chaque pays est différent. Chaque club et chaque public sont particuliers. Mais il y a tout de même un dénominateur commun. C'est le fait de se retrouver et de vivre un moment dans la musique électronique. À partir de là, vous vous fichez totalement de savoir si c'est un japonais, un américain ou un allemand. La seule chose qui compte, c'est ce ressenti commun de la musique électro. DJ Tiesto. Tantôt adulé, tantôt détesté, il représente une nouvelle génération de DJ. 3 fois de suite, le magazine anglais DJ Mag l'a couronné DJ de l'année. Un autre point d'orgue de sa carrière a été un set de 8 heures d'affilée réalisé dans le stade du Gelredome à Arnhem aux Pays-Bas, devant pas moins de 25 000 personnes. C'est très certainement ce set de légende qui lui a valu l'honneur de jouer pour l'ouverture des JO 2004 en Grèce. Je pense que c'est un tout. Il y a mon activité de DJ, mais aussi mes propres productions, mes remixes, mes performances live. J'essaie toujours de nouvelles choses, comme dans mes shows à grand spectacle. Aujourd'hui, le DJ n'est plus un simple DJ. Avant, il ne faisait que mettre des disques. Aujourd'hui, c'est un artiste complet. Tu joues ta propre musique tout en jouant celle des autres. Ce n'est plus le même style. On peut sortir de la scène underground quand on est DJ. Les DJ ont toujours été underground. Je suis un de ceux qui sortent un peu de ça en faisant des trucs à Euro Disneyland ou aux Jeux Olympiques. C'est une bonne chose pour tous les DJ, parce que plus tu atteins de personnes, plus elles s'intéresseront à la dance. Tout le monde est gagnant. Les stades sont les clubs géants d'aujourd'hui. Pour les uns, la nouvelle génération de clubbers tourne le dos aux racines originelles de la dance. Pour les autres, elle en est le prolongement naturel. Pourtant, le matériel de départ reste le même. Tu te rends compte, malgré tous les progrès technologiques qu'il y a eu ces 20 ou 30 dernières années, on est toujours à faire tourner ces bonnes vieilles platines. Au début, je n'avais pas les super platines techniques avec lesquelles tout le monde bosse aujourd'hui. On travaillait avec une platine basique. C'était vraiment du bricolage. Mais paradoxalement, c'est sans doute parce que je n'ai pas eu d'entrée de jeu du matos de haut niveau que j'ai pris le coup de main et appris la technique. De plus, à la base, j'ai un réel intérêt pour la musique. Je m'intéresse à la manière dont un morceau est structuré ou à la façon dont la musique fonctionne. C'est un intérêt que j'ai toujours eu, parce que j'ai toujours aimé ce genre de musique et parce que je l'aime toujours. Détaché du contexte des clubs, le DJ devient héros de la scène. Mais quelle est la longévité de ce héros ? Beaucoup des meilleurs DJ approchent la quarantaine. Carl Cox, Paul Oakenfold, Louis Vega, Frankie Knuckles ou François Kevorkian. Tony Humphries a plus de 40 ans. Junior Vasquez a plus de 50 ans. Danny Tenaglia a plus de 40 ans. L'affaire est close. Peut-être que c'est comme avec un bon vin de garde. Plus il vieillit, meilleur il est.
Je me souviens d'un jour où j'ai commencé à 15 h. J'ai fait un thé dansant jusqu'à 19 h et ensuite un petit orchestre a joué pendant 1 heure. Ensuite, le tenancier du Ulster Pavillon où nous étions avait invité les acteurs de la comédie musicale 42e rue. Moi, je leur ai mis la version de 1933 et ils l'ont trouvé bien meilleure que ce qu'ils faisaient actuellement. Et là-dessus, ils ont commencé à faire des claquettes, tous les 50 qu'ils étaient. Les cuisiniers sont sortis des cuisines en disant que le pavillon allait s'effondrer. Et donc, de 3 h de l'après-midi jusqu'à 6 h du matin, j'ai fait un thé dansant. La semaine prochaine, place aux plus belles voix de l'histoire de la pop. La voix, pour les uns,